Bonsoir. De l'avis de la presque totalité des observateurs et des acteurs du sport et du football de façon singulière, sa nomination comme coordonnateur général des sélections nationales de football du Cameroun en décembre 2017 était la meilleure chose qui pouvait arriver à cette discipline. Ancien footballeur, diplômé de la prestigieuse École supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala et Sec, fin connaisseur du football, un des rares à avoir concilié études universitaires et football de haut niveau, ancien directeur commercial de la société camerounaise d'équipement, Nicolas Dikoumé Épée présente tous les prérequis d'un manager capable d'impulser un zeste de professionnalisme dans cet environnement ô combien complexe, dont la moindre équation doit tenir compte des intérêts divergents. Fatalement, moins d'un an plus tard, le 22 octobre 2018, c'est la queue entre les jambes qu'il est limogé de cette fonction. Dieudonné Api, le président du comité de normalisation d'alors, lui reproche des fautes et manquements graves constatés lors de la préparation de la sélection nationale féminine pour le match contre la France du 9 octobre dernier. En réalité, une faute de trop, si on ajoute tout au moins les ratés survenus lors du match amical Cameroun-Guinée, toujours en France. Mais que s'est-il donc passé pour aboutir à une telle déchéance, pourrait-on s'interroger? Absent des médias depuis plus d'une dizaine de mois, Nicolas Dikoumé a donc accepté notre invitation ce soir pour faire la lumière sur cette affaire, mais aussi plus généralement sur la gestion du football camerounais. Bonsoir et merci Nicolas. Bonsoir. Près d'un an de mutisme, hein, et pourtant vous étiez un habitué des plateaux de télévision et de radio. Oui, je pense que lorsqu'on occupe des postes de responsabilité, on a le droit de réserve, d'un, et de deux, je pense que ceux qui doivent savoir, savent. Donc, à partir du moment où ceux qui doivent savoir, savent, il n'est pas important de communiquer pour le public. Dans un environnement comme le football, le public doit compter parmi ceux qui doivent savoir. Oui, le public doit compter parmi les gens qui doivent savoir. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que, sans rentrer dans la polémique, parce que je disais souvent à mes collaborateurs, j'ai été footballeur de haut niveau, et donc mon heure de gloire est passée, et que la meilleure façon pour nous de travailler, c'est dans l'ombre. Parce que les stars, c'est le côté technique, l'encadrement technique et les joueurs. Donc nous devons rester dans l'ombre et leur laisser la lumière. Alors avant toute chose, dites-moi, en ce moment, avez-vous de la rancœur, un brin de déception? Quel est votre état d'esprit quelques mois seulement après votre départ de la Fédération camerounaise de football? Je disais à ceux qui venaient me voir après cette décision que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Lorsque je dis de Nicolas Dikoumé au Cameroun, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui ont pu concilier le football, le sport de haut niveau. Et donc, qui perd plus? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le football camerounais? Je pense que je pouvais apporter beaucoup de choses. Malheureusement, j'étais dans un environnement où les données managériales, stratégiques, de projection, de planification, de programmation, n'ont pas beaucoup de place. Et donc, j'ai eu cette difficulté-là. Malheureusement, pour ceux qui me connaissent depuis, ma dignité n'a pas de prix. Alors, vous l'avez dit, et je l'ai également introduit à l'entrée, ça devait être facile à l'époque, c'était pas courant, sport-études. Comment vous les conciliez si on refait en un brin votre parcours dans cet environnement de l'époque? Ça demandait de la discipline et des choix. C'est-à-dire que contrairement à mes amis qui, par exemple, après les entraînements, devaient se rendre le week-end en boîte de nuit, moi, je ne les connaissais pas. Parce que les entraînements, je vous prends un exemple.
quand j'étais au lycée, j'avais entraînement parfois de 5h30 à 7h. J'avais cours de 8h à midi, entraînement de 12h30 à 14h et cours de 15h à 17h. Et les week-ends, j'étais en déplacement avec l'équipe pour aller jouer par exemple à Bafoussam. On revenait à Douala. Vous avez commencé au lycée? Au lycée Jos. Au lycée Jos, oui. On revenait à Douala vers 3h du matin, lorsqu'on allait jouer par exemple à Bafoussam ou à Bamenda. Et à 8h, il fallait être au cours. Donc, ça demandait pratiquement de choisir. Il y avait le foot et il y avait l'école. Donc, on ne pouvait pas faire autre chose en dehors de ça. Avez-vous repris des classes au secondaire dans cette organisation-là? C'était la condition justement que j'avais chez moi. Le jour où je reprenais une classe, j'arrêtais de jouer au foot. Et donc, de la CIL, en 4e année sec, je n'ai pas repris. J'ai essayé, j'ai pu concilier comme je pouvais. Je prends un exemple. Quand j'étais à l'ESSEC, je jouais dans le Caïman. Et vous connaissez le rythme universitaire où, des fois, on avait cours de 7h à 18h. Le Caïman dépêchait l'entraîneur, le préparateur physique au campus universitaire. Et à la fin des cours, pratiquement à partir de 18h30, on allait tous les deux au stade, au terrain de l'ESSEC pour que je puisse avoir une heure de travail accéléré pour rattraper un peu. Alors, à l'époque, était-ce déjà une forme de professionnalisme? Comment c'était organisé? Peut-être votre prise en charge en termes de pension, votre prise en charge en termes de joueurs. C'est l'équipe qui s'en occupait ou alors ça se passait comment? L'avantage que nous avions, et je pense que si aujourd'hui on veut organiser le football camerounais, il faut penser ce qui se passait avant. Avant, le football n'était pas professionnel, mais il était semi-professionnel déjà. Parce que, je vais vous prendre un exemple, moi j'étais dans des équipes où la moitié des grands frères qui jouaient avec nous étaient employés. À l'époque, il y avait la SNEC, la Camer, Delmas, Mouri, Camraï, étaient employés. Et donc, pratiquement, avaient déjà un salaire avant de recevoir l'argent du football. Et à l'époque, j'avais 50 000 francs de bourse à l'ESSEC et le Caïman me donnait 75 000 francs le mois. Et j'habitais au campus universitaire. Je mangeais au restaurant du campus universitaire. Donc, financièrement, on était à l'aise, on n'avait pas de problème. Un mot sur votre parcours en première division, Canon, Union. J'ai été capitaine de Caïman. Ah, déjà. Capitaine de Caïman, oui. J'étais capitaine de Caïman. J'ai été capitaine de l'Union de Douala. Après, je suis allé dans le Canon de Yaoundé. Dans le Canon, lors de la finale 95 contre Océan, j'ai été élu homme de match Guinness. À l'époque, au Canon, on était avec Alioum Boukar, Womelend, Kalankongo. C'était à peu près notre équipe. Juste après cette équipe, on allait en Coupe des Nations en Afrique du Sud. Et de là, j'ai eu une proposition des Grecs. Je suis donc allé footballeur professionnel en Grèce. Je rappelle que vous étiez attaquant lorsque vous jouiez. Alors, cela dit, les premiers contacts avec l'équipe nationale, à quel moment ça intervient dans votre carrière? Comment ça se passe? Disons que plusieurs fois, après avoir arrêté de jouer au palais de... D'abord, nous, en tant que joueur. En tant que joueur. En tant que joueur. Non, parce qu'il faut rappeler que vous avez été bien sûr. plusieurs fois, je crois une dizaine de fois sélectionné. Oui, bien sûr. Ici, déjà, on avait ici, la chance qu'on a eue, c'est que nous avons fait pratiquement toutes les sélections. À l'époque, il y avait un certain Kalizan Svegani Cameroun. Donc, on avait fait pratiquement toutes les sélections. J'ai été cadet. Après, C'était structuré ainsi. Oui. Alors, qu'est-ce qui permettait de partir de cadet à poussin cadet, je crois, junior? C'était cadet, junior, espoir et senior. En fait, il y avait des joueurs qui étaient convoqués en stage. Et il y avait des tournois à l'époque. Il y avait le tournoi de Déchy, il y avait le tournoi de Montaigu, il y avait le tournoi de Toulon. Et donc, pratiquement chaque catégorie allait à ces tournois. Et dans l'environnement des sélectionneurs, on était connus. Et je pense que je prends, en partant même de l'équipe nationale, si vous prenez même les clubs de première division, je prends par exemple, quand j'étais dans l'Union de Douala, chaque fois qu'on avait un match dimanche, dans l'après-midi, le dimanche matin, l'Union Junior jouait. Et donc, nous allions regarder. Okay. On connaissait déjà qui pouvait aller dans l'équipe supérieure. C'est pratiquement ce qui se passait aussi dans les équipes nationales. C'est-à-dire qu'il y avait un suivi de cadets, juniors, seniors.
c'est pratiquement ces mêmes personnes que vous retrouviez qui continuaient jusqu'en équipe senior. Et vous partez de l'université, vous trouvez tout de suite du travail, vous poursuivez la conciliation avec le football? Oui, quand je pars de l'université, j'obtiens un poste de commercial à la Société camerounaise d'équipement. Après 6 mois de formation dans la boîte, je suis promu directeur commercial à la Société camerounaise d'équipement. À l'époque, je suis joueur de l'Union de Douala. Donc, vos collaborateurs venaient souvent vous voir les dimanches. Les collaborateurs venaient me voir les dimanches. Oui, je veux dire. Oui, et puis j'avais ce double statut. D'accord. Que l'entreprise avait intégré. Je veux dire, pour vous permettre de prendre part aux entraînements, pour vous permettre de vous déplacer pour les matchs. Ce n'est que pendant les périodes de l'équipe nationale, les convocations à l'équipe nationale, que l'entreprise intégrait. Parce que pendant la journée, il y avait une pause de 14h à 15h. Okay. On travaillait de 7h30 à midi et de 15h à 17h30. Donc les entraînements de l'Union avaient lieu de 11h45 à 14h. Donc moi, j'arrivais toujours à l'entraînement avec 15-20 minutes de retard et je finissais les entraînements. Donc je repartais, je ne prenais pas de permission au niveau du boulot. Et quand je repartais au boulot, en tant que responsable, en général, vous savez que les responsables, on part des bureaux généralement vers 20h, 22h pratiquement. Donc une fois que la journée était finie à 17h30, c'est là où ma journée de responsable commençait. Oui. Votre fin de carrière, bien sûr, l'épuisement physique, vous sentez que ça ne peut plus aller. Qu'est-ce qui vous pousse à mettre un terme? C'est pas blessure en tant que telle. C'est juste qu'à un moment donné, les propositions qu'on a, et comme je le dis toujours aux jeunes aujourd'hui, à partir du moment où vous ne prenez, parce que le problème du football, d'un footballeur professionnel, c'est que nous commençons à jouer très tôt. Et ce n'est pas pour l'argent qu'on joue. C'est un plaisir. On a une passion, un hobby, et on découvre que ce hobby vous donne de l'argent. Donc vous prenez du plaisir à le faire. À partir du moment où vous commencez à réfléchir, s'il faut aller à l'entraînement, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que pratiquement, et c'est à cette période-là généralement que les gens accumulent les blessures parce que le corps ne veut plus suivre, la tête ne veut plus suivre. Oui, il n'est plus là. Et donc, à un moment donné, il vaut mieux arrêter. Alors, vous arrêtez en quelle année? J'arrête en 2007, en Grèce. Et à ce moment donné, j'ai sur place 2 structures. Une qui fait dans le management sportif, qui me contacte, et une autre qui est un cabinet d'avocats, qui me contacte parce que une bonne partie de leurs clients sont camerounais et qui ont des biens au Cameroun, et d'autres dans d'autres pays africains, et me demandent dans le cabinet de m'occuper du volet économique de ces clients-là, africains. Donc c'est à peu près ce que je fais après en étant en Grèce. Alors vous laissez le football, mais je veux dire, vous cessez d'être acteur sur le terrain, mais vous ne partez pas du football complètement. Non, je ne pars pas du football parce qu'il y a cette fibre-là. Donc avec le cabinet de management, je suis descendu plusieurs fois au Cameroun. J'ai rencontré quelques petits frères qui jouaient et avec leurs dirigeants, on a trouvé des moyens pour qu'ils puissent s'évader de leur côté pour essayer de changer leur vie. Alors, vous voyez donc l'évolution du football, peut-être de Etotoke en 90, à Seydou de Bombonjoy en 2019, en passant par Mahada de Regretter Mémoire, Pascal Bayon, Ona, Vincent Onana, Ya Mohamed, Joseph Honor, comité de normalisation, Dieudonné Api, j'oublie pas Tombi Aroko. Vous dites aujourd'hui, à travers ces responsables et leurs équipes, leur management, que le football a évolué ou est-ce qu'il a régressé dans son administration surtout, dans sa gestion, dans son contact avec l'organisation du football?
Moi, je pense que je suis dans les chiffres. Lorsque vous avez des matchs en nocturne avec pratiquement 40 000, 50 000 personnes, lorsque vous avez des footballeurs amateurs qui sont payés à 30, 40 000 francs de prime de match, qui n'ont pas de problème de salaire, et que 20 ans plus tard, on se retrouve à 50 000 francs impayés, et que les matchs se jouent avec 3 000 spectateurs, on se dit que on n'est pas loin de la merde. On n'est pas loin de la merde. Et vous avez fait l'autopsie de cette situation-là. Pour vous, c'est quoi quelles peuvent en être les raisons je vais peut-être emprunter le mot, de ce déclin? La différence, c'est que il faut regarder à l'époque, vous aviez des passionnés à la tête des clubs. Vous avez des passionnés, je peux les citer. Vous aviez le président Paul Morambourg, vous aviez Ngassa Api, vous aviez le président Dissake, vous aviez le feu Oboufégué, vous aviez le président Minko de Camraï, Régis Fécam à l'époque. Tous ces gens avaient donné de la place aux footballeurs dans leur société qui leur permettait déjà d'avoir un salaire au moins assuré, avec un aménagement de temps de travail qui leur permettait d'aller aux entraînements, et donc pratiquement, et le public, non seulement, parce que on le sait, il faut que le joueur soit dans des conditions psychologiques meilleures, et physiquement aussi, parce que ça demande, il faut de la récupération. Aujourd'hui, lorsque vous avez des joueurs qui gagnent 50 000 francs le mois, qui ne peuvent pas les toucher, ça veut dire que non seulement ils ont des problèmes psychologiques parce qu'il y a le bailleur qui menace, et de deux, ils ne peuvent pas récupérer après les entraînements. Et donc, ne vous attendez pas à de la magie au stade. Donc, aujourd'hui, oui, on est malade. On est malade, pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde court en disant c'est un problème de moyens. Les moyens, oui, mais les moyens sont en seconde position. C'est un problème de personnes. Il faut des gens capables de penser. À partir du moment où vous pensez, vous faites des planifications de la programmation, vous allez trouver les moyens. À quel moment précis de votre carrière, peut-être après aussi, vous intégrez cela comme un probable responsable, un probable dirigeant, quelqu'un qui pourrait peut-être donner du sien pour contribuer à la mise en œuvre de cette vision-là? C'est, pour être plus précis, c'est au moment où vous êtes contacté pour la FECAFOOT, ou alors vous y pensiez déjà, ou vous avez déjà partagé l'idée avec certains proches, vous l'aviez déjà expérimenté par exemple? Je vous prends un exemple. Lorsque l'AFC, l'Association des footballeurs camerounais, a des problèmes avec la FECAFOOT, parce qu'elle passe en syndicat, le SINAFOP, et que la FECAFOOT décide de ne pas agréer le SINAFOP, parce que la FECAFOOT fonctionne avec les associations et non les syndicats. Les footballeurs ne sont pas représentés au niveau de la fédération. Et je suis contacté par un groupe de footballeurs, à l'époque j'étais en France, qui me demande de rentrer pour qu'on discute. Et avec un groupe, on monte l'union des footballeurs camerounais. Avec, je suis élu président, avec comme vice-président Alphonse Tchami, trésorier Eugène Ekeke, conseiller Bel Joseph-Antoine Dipakem, avec Abega Théophile, Canada Congo, et tous les autres, parce qu'on va avoir une voix au niveau de la fédération. Malheureusement pour nous, malgré les discussions après que j'ai eues avec le président IA à l'époque, on m'a fait comprendre de façon voilée qu'il y avait trop de fortes têtes dans notre structure et que ça causerait un problème. Quels sont les mots qui ont été utilisés pour vous le faire comprendre? Qu'est-ce que vous a été précisément dit? Vous savez, on ne vous le dit pas directement, ouvertement. C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous donne l'assurance que quelque chose sera fait. Et rendez-vous sur rendez-vous, on trouve des excuses. On trouve des excuses et on trouve des excuses. Et après, il se trouve que il y a des gens qui étaient dans mon bureau
Ben Joseph Antoine par exemple, et d'autres, Eugène Keke, qu'on trouvait assez fort pratiquement au niveau de Incontrôlable, leur vous voulez position. dire. Exactement, il y avait des gens incontrôlables. Donc ça ne pouvait pas passer. Que dois-je comprendre? On vous faisait des propositions, sous condition, vous disiez, on peut être avec vous, ou on peut fonctionner avec vous, on peut vous intégrer, mais il faut savoir que ces messieurs-là, tels qu'on les connaît, on connaît leur caractère, ils ne vont pas accepter notre mode de fonctionnement. C'est ce que vous dites? Non, ce que je dis, c'est que en dehors de Bell et Keke et Abega, et le feu Abega par exemple que j'avais rencontré, il y a beaucoup qui avaient décidé de ne plus s'approcher du foot camerounais. Et donc j'ai pris du temps pour les convaincre, pour leur dire qu'on était dans un nouveau projet, avec des jeunes comme Alphonse Chami et tous les autres, Angebo, Guidjol, et qu'on pouvait faire des choses. Ils ont accepté de revenir. Et à un moment donné, il m'avait été demandé de les mettre un peu à côté pour qu'on soit accepté. On n'avait pas accepté. Et qu'est-ce que vous proposez au cas où eux, vous ne fonctionniez plus avec eux? Qu'est-ce que vous étiez proposé? Des postes au niveau du bureau exécutif, par exemple? La reconnaissance. Simplement. La reconnaissance de l'association, c'est tout. Sauf que je ne peux pas sortir, c'est pas dans mon caractère. C'est-à-dire que je peux pas aller supplier des gens pour qu'ils travaillent avec moi. Et je crois en leur projet et en leur capacité de changer les choses pour les poignarder dans le dos. Alors, on connaît déjà votre parcours de manager, notamment à ces Camerounais équipements. Mais une expérience comme celle de coordonnateur général des équipes nationales de football, en aviez-vous déjà eu avant d'occuper le poste, sous quelque forme, que ce soit peut-être en club, dans une autre structure, à l'AFC par exemple? Non. On ne peut même pas l'avoir ici facilement parce que c'est des postes qui n'existent pas dans les clubs. Aujourd'hui, quand vous regardez le Real de Madrid, par exemple, lorsque le président Florentino Pérez veut prendre le Real, son ticket qu'il monte, c'est Zidane comme directeur technique. Lorsque vous avez le président Aulas, il présente Lacombe. Dans le PSG, on vous présente Leonardo. C'est-à-dire que c'est des hommes d'affaires avérés, mais qui savent que dans le domaine du foot, ils n'ont pas la maîtrise. Et donc, ils cherchent quelqu'un qui connaît, qui peut se mettre à côté d'eux. Or, le problème ici au Cameroun, c'est que vous n'en avez pas. Même de façon bénévole. On ne vous accepte pas parce que vous allez prendre la lumière. Parce que quand vous arrivez, vous prenez la lumière. Et la difficulté, c'est un peu ça ici, parce que quand vous voyez le Real contre Barcelone, les stars, c'est Lionel Messi et Ronaldo. La plupart du temps, ici, quand deux clubs se rencontrent, c'est les présidents qui sont les stars. On ne connaît pratiquement pas les joueurs qui se rencontrent. Vous dites, c'est dû à quoi? Les présidents, les responsables de clubs, la fédération n'est pas prête à jouer à fond la caisse, elle n'est pas prête à jouer franc jeu avec les joueurs, avec les encadreurs, avec le public. Manque de transparence, peut-être dans la gestion du club? Il n'y a pas de manager dans la gestion du foot. C'est tout. Des gens qui ne pensent... Parce que le problème ici, le problème du foot camerounais, c'est penser comment le foot peut s'autofinancer. C'est penser comment le foot peut s'autofinancer. Et aujourd'hui, pour trouver des financements, pour penser comment il peut s'autofinancer, il faut des managers à la tête, il faut recruter des gens qui sont avérés, qui ont l'expertise avérée en marketing, pour pouvoir organiser, pour trouver de l'argent pour gérer ces clubs. Et quand on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? On colmate les brèches. Vous avez, je vous dis, je vous prends un exemple, une équipe, comme je vous disais tout à l'heure, une équipe de deuxième division au Cameroun, minimum c'est 90 millions en une saison, pour que tout soit payé et que l'équipe soit bien. Les aides de la fédération, de l'État et les recettes du stade, c'est maximum 30 millions. Il y a un gap de 60 millions que le président doit trouver. En général, il ne peut pas le trouver. Donc, il est obligé de jouer. Et on le sait. On le sait. Donc, si on laisse le championnat commencer, c'est qu'ils sont complices du fait que les joueurs ne soient pas payés. Je reprends ma question, ou je la reformule, ou je la pose autrement. Qu'est-ce qui justifie justement ça? Je veux dire que c'est ce flou, ça arrange tout le monde comme ça, mais je veux comprendre pourquoi
on ne sanctionne pas ou on n'exclut pas des divisions différentes les clubs qui n'arrivent pas à présenter un cahier de charges clair, par exemple? Parce que la théorie sans pratique est vide, la pratique sans théorie est aveugle. Très philosophique pour moi, alors. Ouais. On doit avoir une théorie, penser le foot camerounais sur des papiers avant de le mettre en pratique. Ça n'a pas été fait. On a décidé de passer au professionnalisme, la pratique, directement, et l'aveugle. Alors, et vous qui avez donc l'expérience de cela, comment le GAP est financé? Puisque les saisons commencent, elles se jouent difficilement, mais elles s'achèvent. On a des champions. Le GAP n'est pas financé puisque vous avez la preuve. Vous avez les aérés, les clubs, les salaires qui ne sont pas payés. Vous avez des hôtels où les équipes ont dormi qui ne sont pas payés. Vous avez les primes de signature qui ne sont pas payées. Vous avez des pharmacies dans lesquelles on a payé des médicaments qui ne sont pas payés. C'est ce gap-là. Alors, avant décembre 2017, je me réfère à la date de votre nomination, connaissiez-vous Dieudonné Api, le président du comité de normalisation? Non. Vous ne le connaissez pas? Non. Alors, comment se fait votre arrivée en équipe nationale, à la coordination des équipes nationales? Qui vous contacte? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous convaincre? Quels sont les arguments qui vous permettent d'accepter? C'est le président lui-même qui me contacte. Le président Api? Oui, qui me contacte et qui me dit que de mon CV, il s'est renseigné, ancien footballeur, ancien lion indomptable, ancien professionnel, diplômé de l'ESSEC, qui a travaillé comme directeur. Et donc, j'ai un profil qui correspond à ce qu'on a envie de faire de nouveau dans le football camerounais. Changer les choses en mettant des managers à leur place. Et ce qui me rassure encore plus, c'est que lorsque la décision est prise, à un moment donné par le comité de normalisation, de valider ma candidature, il se trouve que, d'après ce qu'ils me disent, il y a des réunions au niveau de la primature où mon nom est donné et que des hautes autorités au niveau de la primature disent ben, attends, c'est l'ancien lion qui est diplômé de l'ESSEC. Enfin, vous faites de bonnes choses. Donc, pour eux, c'était une très bonne affaire de toucher enfin quelqu'un qui maîtrise les sujets, qui peut donner un coup de pouce. En même temps, vous, manager, évidemment, avec peut-être un projet, je rentre peut-être pas dans les détails de vos discussions, mais j'imagine bien, avec un projet de travailler réellement les mains libres, de mettre en place la philosophie que vous aviez présentée lors de la discussion de l'entretien. Vous ne vous dites pas que votre candidature, même de principe, soit validée au niveau de la primature. Vous n'avez pas la crainte de l'ingérence qu'on reproche dans la gestion du football, notamment pour le cas d'espèce, l'ingérence du gouvernement, si vous dites... Non, la candidature n'a pas été validée. Okay. Celui qui décide qui nomme le président de la FECAFO, le coordonnateur, c'est le président de la FEDE. Mais on sait que la coordination, une bonne partie de 80 ou 85% des dépenses des équipes nationales sont supportées par l'État. Donc pour vous, c'est normal. Donc, à un moment donné, dans une discussion, ils disent, ben, nous sommes en train de... On leur dit, ben, c'est une bonne idée. On peut leur dire, c'est une bonne idée, et puis ils décident de ne pas nommer la personne. On leur dit pas, vous devez prendre telle personne. Non, c'est du ressort du président de la fédération. Alors, il se dit que vous êtes avisé. Vous discutez donc avec le président du comité de normalisation. Quel est votre cahier de charge? Quelle est l'offre que vous faites? C'est quoi votre emploi? Ici, il faut organiser, programmer, planifier au niveau des sélections nationales pour qu'on évite des ratés. L'objectif, c'est qu'il y ait la sérénité au niveau des sélections nationales et que l'on lutte pour se qualifier sur tous les plans. Voilà, c'est l'objectif. De toutes les équipes nationales? De toutes les équipes nationales. À partir de là, quel est le traitement qu'on vous
suggère, je peux être peut-être indécent, ça peut être vu comme ça. Quel est le salaire qui vous est proposé? Qu'est-ce qui va avec le cahier de charge? Le salaire, on discute, on tombe d'accord sur un salaire. Et on sait que le coordonnateur a en plus, en fonction de la convention, des primes qui sont en fonction du rendement des équipes nationales. Je vois bien que vous avez autant touché le volet indécent de ma question, parlant des primes et du salaire. Bon, bref. Oui. Et la difficulté ici, c'est que quand j'arrive en fait au poste, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de cahier de charge écrit. Il faut mettre tout ça en place. Il faut mettre tout en place. Je trouve une coordination avec un certain nombre d'employés. La première chose que je fais quand j'arrive, c'est de donner un questionnaire à tous les employés pour que chacun me donne le travail qu'il fait, qu'il me décrive à peu près le travail qu'il fait et les améliorations qu'il pense apporter au travail. À partir de là, je lis à peu près tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils veulent faire. Et l'objectif pour moi, c'est que nous passions dans la programmation et dans la planification pour pouvoir gérer. Avec le principal objectif, c'est qu'il n'y ait pas de scandale au niveau des sélections nationales et que les équipes, les joueurs ne manquent de rien. Jamais de rien. Ça implique au niveau de la gestion beaucoup d'autres sacrifices et au niveau de mes équipes. Parce que, vous savez, même quand vous programmez tout au niveau des équipes nationales, il y a toujours des petites choses de dernière minute. Et comme c'est l'équipe nationale, il suffit d'un petit couac pour que dans les secondes qui suivent, ce soit dans tous les réseaux sociaux, donc il faut prendre toutes les dispositions. Je vous prends un exemple qui peut être banal. Lorsque vous allez à l'entraînement, par exemple, et que vous avez un partenaire qui doit vous fournir de l'eau normalement, et qui au dernier moment désiste, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous devez acheter. Maintenant, vous tombez dans un autre problème, c'est que vous êtes dans une structure qui a des procédures. S'il faut attendre que les procédures se mettent en place... Acheter, ça veut dire que vous êtes arrivé, Nicolas, vous êtes arrivé de dépenser de votre poche les charges d'encadrement des équipes nationales ou alors... Plusieurs fois. Lorsque vous faites un budget, par exemple, qu'il faut de l'eau à l'équipe nationale, et que le budget est validé, et que le stage approche, et que l'argent n'est pas décaissé, qu'est-ce que vous faites? L'équipe nationale se retrouve sans eau? Non, vous achetez. Vous sortez l'argent de pause pour vous acheter, et après vous réclamez. Lorsque vous avez une équipe qui doit voyager, et que vous vous retrouvez avec 7 joueurs qui n'ont pas de passeport, et que c'est validé qu'il faut sortir l'argent pour leur faire du passeport, et que ça traîne pour que l'argent... Ce que je veux comprendre, c'est, dans votre cas, étaient des situations exceptionnelles, ou alors c'était courant? Je dis, à un moment donné, je me suis rendu compte, il faut faire l'autopsie de la maison. Donc je me suis rendu compte que je me heurtais parfois à un problème de procédure. Et donc il ne fallait pas que ce problème de procédure affecte le fonctionnement des équipes nationales. Donc quand on se rendait compte que l'échéance approchait et que l'argent n'était pas débloqué, on était obligé de le faire. Et plusieurs fois, je vais vous donner un exemple, plusieurs fois j'avais dit à mes équipes, s'il arrive qu'il faille sortir de l'argent, dépensez. Moi, je vous rembourserai et j'attendrai la procédure. Alors, parce que je prends un exemple. Il y a, par exemple, à un moment donné où on valide qu'il faut faire, par exemple, des passeports. L'argent n'est pas sorti. On est à une semaine
du voyage, si on attend, les joueurs ne vont pas voyager. Qu'est-ce qu'on fait? On paye et parfois on attend 2 mois, 3 mois avant d'être remboursé. Les procédures concernent à quel niveau? Au niveau de la trésorerie interne de la fédération, ou alors des subventions, à quel niveau la difficulté, tout au moins pour ces exemples, sur le volet financier? C'est la lourdeur des procédures. Disons que la lourdeur des procédures se situe beaucoup plus au niveau de la fédération. Okay. Parce que il faut comprendre que au niveau de la subvention, le travail est fait en aval. C'est-à-dire que pour ne pas être coincé, je prends un exemple. Quand j'arrive à l'équipe nationale, j'ai des matchs des Lions indomptables. Au mois de juin, j'ai au mois de septembre, octobre, novembre. Il y a 4 matchs, c'est-à-dire que les Comores, Malawi, aller-retour, le Maroc, au mois de septembre. Et au mois de juin, j'ai les budgets validés, les 4 matchs. Le mois de mai, on a programmé, les budgets sont validés au mois de mai. Ça veut dire que avant que le match n'arrive, on a toutes les disponibilités. Donc de ce côté, on n'a pas de problème. Ok. Alors, cela dit, vous êtes donc nommé, vous remplacez le député Koualuc. Dans quel ambiance entre votre prédécesseur et vous? Entre M. Koua et moi, dans de très bonnes conditions. Lui et moi, il a été écrit beaucoup de choses. Il a été dit, par exemple, que le jour où les Aprimes voyageaient pour aller au Maroc, M. Koua et moi sommes retrouvés à l'aéroport et on est passé pratiquement aux mains, ce qui n'est pas vrai parce que moi, je n'étais pas à l'aéroport ce jour-là. Donc, à un moment donné, M. Koua était en déplacement avec l'équipe au Maroc. Il a été obligé de revenir au Cameroun pour faire la passation de service, ce qui a été fait. Et puis j'ai retrouvé l'équipe au Maroc. En même temps, il a donné l'impression, peut-être pas indépendamment de l'ambiance qui est entre vous deux, mais je veux dire qu'il a donné l'impression d'avoir pas digéré son limogeage. Vous êtes rencontrés, vous en avez discuté, que vous a-t-il dit? Vous a-t-il donné les raisons d'un mécontentement à l'issue de la décision? C'est évident que lorsque vous avez travaillé pour qualifier les équipes et que l'équipe doit aller en compétition et quand vous allez à la veille de la compétition, que vous soyez aigri, c'est tout à fait naturel. Si je vous dis le contraire, ce serait un mensonge. Mais il a compris que je n'étais pour rien dans son départ et donc avec moi ça s'est bien passé. C'est vrai que envers la fédération, il était aigri. Que vous dit-il? Il vous dit, méfiez-vous plutôt de tel. Moi, je pense que j'ai échoué dans ce cadre-là. Quelles sont les confidences qu'il vous fait pour peut-être vous faciliter la tâche, que vous intégriez rapidement l'environnement et qu'il sait peut-être vous déployer mieux que lui? J'ai l'avantage en tant que manager, justement, de me faire mes propres opinions. Parce que même quand j'arrive au poste, les gens viennent me dire, méfie-toi de tel parce qu'il a été recruté par telle personne, l'autre a été recruté par tel autre. Et donc, attention, il va te planter le couteau dans le dos. Malheureusement, je pense que après un mois de travail, on se fait sa propre idée et on sait qui peut véritablement travailler et qui n'a pas les capacités. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé, pas une fois, pas 2 fois. Donc, vous avez dû, vos collaborateurs et vous, souffrir de vos poches pour reprendre quelques charges, même si vous vous êtes fait rembourser après. Est-ce qu'on peut penser que pour un coordonnateur général des équipes nationales, il y a des gains et avantages informels qui lui reviennent, peut-être des primes pas systématiquement précisées? Je veux dire que, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, par exemple, on vous a entendu dans plusieurs, il se dit, je ne vais pas reprendre la redite, mais puisque vous êtes là, on peut évacuer la question. Les trafics dans les licences des joueurs, les trafics dans les transferts des joueurs, votre nom est souvent revenu dans ce genre de... Justement, ce qui est intéressant, c'est que le coordonnateur des sélections nationales s'occupe uniquement des équipes nationales.
Tout ce qui est fédération, championnat, licence et tout, ce n'est pas de son ressort. Les primes que le coordonnateur reçoit sont écrites et sues de tous. Parce que ça se discute au même moment que le budget. Tout le monde sait combien le coordonnateur reçoit en cas de match gagné ou de match perdu. Tout le monde le sait. Et généralement, parce que c'est le coordonnateur qui est à la tête d'une équipe, c'est pour ça qu'à certains moments, à l'endroit où il y a le coordonnateur, c'est le coordonnateur ou son représentant. C'est pour ça qu'à certains moments, je fais partie de mon représentant. C'est pour ça que dans la gestion, par exemple, des équipes, à un moment donné, par exemple, dans mon groupe, on s'est rendu compte que pour coordonner les sélections nationales, il faut descendre sur le terrain. Quand les équipes sont en stage, quand les équipes ont les entraînements, il faut partir. Or, nous n'avons pas de véhicule. C'est mon véhicule personnel que j'avais mis à disposition. Et comme le coordonnateur a des primes olympiques, qu'est-ce que je faisais à certains moments? Je disais, OK, toi, tu es chargé de superviser les entraînements de cette sélection. Et donc, les primes qui reviennent au coordonnateur, 50% de ces primes-là, c'est toi qui les perçois. Les autres 50%, il y avait une caisse qui avait été créée qui permettait aux autres de faire des petites dépenses quotidiennes de la maison où il y avait quelqu'un, par exemple, à certains moments, lorsqu'il y a quelque chose qui finit avant qu'on aille demander à la fédération, la secrétaire pouvait prendre dans cette caisse-là pour acheter, pour ravitailler. Il n'empêche que même au sein des équipes nationales avec les professionnels, il se dit tellement de choses, des petits cadeaux par-ci, des joueurs d'ailleurs qui souhaitent être appelés en équipe nationale, ils cherchent simplement la voie par laquelle ils entreraient ou alors par laquelle ils pourraient se rapprocher du coach, des dirigeants. Justement, vous savez, lorsque vous avez vécu dans cette équipe, il y a des choses qu'on a vécues en tant que joueur qu'on sait. Et lorsqu'on y revient en tant que dirigeant, on se dit plus jamais ça. Et vous n'étiez pas le premier. Je veux dire qu'il y a des précédents joueurs devenus dirigeants qui n'ont peut-être pas systématiquement pensé comme vous. Je ne veux pas citer des noms, qui se sont retrouvés dans des précédents scandales. Je dis plus jamais ça. D'accord. Et oui, d'autres joueurs, mais je pense que chacun a sa personnalité. Je dis plus jamais ça, mais est-ce que on m'a proposé des cadeaux? Oui. Je peux vous donner des noms des joueuses, même, qui après les matchs sont venues avec des enveloppes d'argent et peuvent vous le confirmer. Je leur ai dit, je ne prends pas l'argent des joueurs. Parce que le cordeau a la même prime, a sa prime. Le cordeau a sa prime, ça c'est pourquoi je prendrais l'argent des joueuses. Et, à un moment donné, le ministre Bidoumpat m'a dit, il faut assainir ces équipes nationales. Et c'est une des bagarres que j'ai eues où les gens ont voulu ma tête. Parce que je disais aux gens, je ne peux pas comprendre que vous convoquiez, par exemple, en sélection inférieure, 5 joueurs professionnels et qu'il y ait un seul joueur qui joue. C'est pas normal. Si vous me convoquez 5 joueurs, si vous convoquez 5 joueurs professionnels, 2, 3 doivent jouer, les autres doivent être au moins au banc de touche. On ne peut pas appeler un joueur professionnel et qui se retrouve hors des yeux. Vous dites quoi? Que ces gars viennent simplement pour se faire un CV? Je dis que c'est monnayé? Je dis que c'est fait avec légèreté. Ok, simplement. Oui. Sans intérêt aucun. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je dis que c'est fait avec légèreté et qu'il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Et plus loin, j'ai eu des problèmes parce qu'à un moment donné, j'ai passé le savon aux gens qui étaient en train de faire des choses peu recommandables. Puisqu'on ne les cite pas, on peut au moins savoir de quoi s'agit-il exactement comme chose? Que faisaient ces gens, par exemple? Je vous prends un exemple où je me rends compte, on me le dit, qu'il y a un joueur qui est venu de l'Europe et qui a pris une chambre d'hôtel dans un quartier à Yaoundé et qui attend que la liste soit publiée.
Or, lorsque la liste est publiée, son nom n'y figure pas. Il pique une crise, il va voir son de ses oncles qui rencontre une ancienne gloire, qui va voir le secrétaire général du ministère à l'époque pour dire et tout déballer. Et on cite un des membres de l'encadrement qui justement avait pris quelque chose en promettant à ce joueur d'être présent. D'être présent. C'est souvent arrivé alors. Et je dis, oui, il y a des brebis galeuses. Je le nie pas, il y a des brebis galeuses. Et ça, à un moment donné, oui, on l'a combattu. On a commencé à le combattre, sauf que on est dans un environnement où... Quels étaient vos rapports, par exemple, avec l'administration de la Fédé, le comité exécutif dans son ensemble, rien individuellement, mais aussi dans son ensemble, les autres administrateurs de la fédération, les entraîneurs? Quels étaient vos rapports? J'avais de très bons rapports avec les entraîneurs, avec les joueurs et les dirigeants, parce que, je vous prends un exemple, on se qualifie contre le Nigeria avec les cadettes pour la Coupe du Monde. Et à la fin, elle commençait à chanter Cordeau, le meilleur Cordeau. Il y avait une chanson qui avait été créée. Au moins une chose, pendant tout mon séjour à la fédération, tous les fournisseurs ont été payés à temps. Toutes les primes ont été payées à temps. Vous le dites pour dire que c'est un défi? Vos prédécesseurs ne l'ont pas fait? Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé avant. Je prends l'exemple des Lions. On va jouer au Congo. On y joue mercredi. Jeudi, quand on revient au Cameroun, à midi, 3 heures plus tard, leur prime est payée. On joue 3 jours plus tard, le prochain match le samedi. Le même soir, leurs primes sont payées. Et je dis, pratiquement, toutes les primes ont été payées. Et pour vous dire, il fallait trouver des gymnastiques de gestion parce que, compte tenu de la trésorerie du Cameroun qu'on connaît à ce moment donné, à certains moments, pour sortir de l'argent au niveau des finances, il y avait un problème. Donc, il fallait trouver des moyens de management qui nous permettaient d'être toujours en règle avec les équipes, malgré les difficultés. Et puis, il y a eu ces matchs, Cameroun-Guinée, dont on sait qu'il y a de sérieux problèmes dans l'organisation. Il y a eu le match dames. Cameroun-Guinée. Oui, avec le vol en retard. Non, Malawi. Malawi, pardon. Oui. Pardon. Cameroun-Malawi. Et puis le match dames, France-Cameroun, match amical. Mais avant de parler de ces deux matchs de façon spécifique, on va s'y attarder. Aviez-vous eu dans votre management, dès votre arrivée jusqu'au moment où ces rencontres arrivent, des avertissements, des remontrances? Est-ce que votre façon de faire n'a pas attiré de façon négative l'attention peut-être du comité de normalisation? Est-ce qu'on n'avait pas eu des réunions, des rencontres de recadrage? Jusque-là, je ne veux pas dire que vous êtes parfait, mais je veux dire qu'il n'y avait aucune maladresse, c'est peut-être pas le mot, mais je vais le dire, aucune maladresse qui a nécessité qu'on vous recadre. Ici, je vous donne un exemple. Quand j'arrive, on doit jouer le match, par exemple, du Nigeria ou le match du Ghana. Il se trouve que parfois, les budgets sont à peine votés. Donc, pratiquement, il n'y a même pas de disponibilité. Mais ça, comment ça s'explique? Je veux dire que le calendrier, mais justement, le calendrier, il est connu. Oui. Mais qu'est-ce qui explique que jusqu'au moment du match... C'est au moment où j'arrive que je trouve ça. Et donc, je me dis, pour prévenir cela, il faut planifier, programmer, anticiper. Y a-t-il un intérêt à ce que la procédure soit retardée, par exemple? Je veux dire, non, c'est pas. Il n'y a pas d'intérêt à ce que la procédure soit retardée. Le problème est le suivant, c'est que il faut connaître la procédure. Pour mieux vous expliquer, lorsqu'une équipe doit être en stage, l'entraîneur vous donne la liste. Non, pas le programme de travail. À partir du programme du travail de l'entraîneur, vous faites un budget prévisionnel. Une fois ce budget prévisionnel arrêté, vous devez le débattre au niveau
vous l'envoyez au ministère, le président, en fait, la fédération l'envoie au ministère. On le débat, on vous convoque au ministère, on le débat. Une fois qu'il est validé au ministère, on vous envoie à la primature. Donc, pratiquement, il y a un processus qui fait que si vous ne le faites pas à temps, vous vous retrouvez dans les problèmes, vous vous retrouvez hors délai. Pratiquement parce que entre le jour où vous envoyez le budget au ministère et le jour où l'argent doit être décaissé au niveau de la primature, il faut compter minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Donc, il faut donc pratiquement anticiper. Parce que si vous le faites une semaine avant ou 2 semaines avant le match, vous êtes sûr que vous êtes hors délai. Alors, et puis il y a donc ce 16 octobre au Malawi, à l'aéroport. Évidemment, le Cameroun s'y trouvait. Mais les joueurs ont fait 5 heures d'attente. Exactement. Je pense qu'il faut que les gens sachent exactement ce qui se passe. Le match Cameroun-Malawi et Malawi-Cameroun, il y avait un espace de vendredi. Le match s'est joué vendredi et mardi. Il y avait 4 jours de différence entre les 2 matchs. Et donc les 2 matchs se sont préparés au même moment. Et dans la préparation de ce match, on s'est rendu compte que pour prendre un vol commercial qui nous amenait soit à Nairobi pour Addis, pour Blantyre, soit par Addis Abeba, Blantyre, on ferait 48 heures en route. Pour 48 heures, alors que le match était dans 4 jours. C'était trop long. Donc, la seule façon, c'était de trouver un vol spécial. Et dans nos correspondances avec Ameco, on s'est entendu sur un vol spécial qui devait partir du Cameroun. On partait du Cameroun le lendemain du match et le jour du match de Blantyre. Absolument. Exactement. Donc le mardi après le match. Le mardi après le match. Et donc, je cale pour 21 heures pour le départ de Blantyre. Et le coach me dit non. Moi, je préfère qu'on reparte à 19 heures. Et devant le coach, j'ai la conversation avec Ameco et je change à 19 heures. Et que j'en rentre au bureau, j'ai le directeur responsable commercial de Ameco qui me confirme qu'à 19 heures, nous partons de Blantyre pour le retour. On voyage, on arrive au Malawi, on prépare le match et il se trouve que on a un représentant de Cameco sur place au Malawi qui s'occupe de tout pratiquement, qui vient même aux entraînements que j'ai pris dans la voiture pour aller aux entraînements. Et donc, jusqu'à présent, rien ne change. 3 heures avant le match, à Blantyre, le jour du match de mardi, j'ai une conversation avec Ameco parce que, compte tenu du fait qu'on n'aura pas le temps de manger à l'hôtel après le match, parce qu'on finit le match vers 17 h, à 19 h, on veut voyager, je demande à Cameco de doubler la ration au niveau du vol. Et ils me disent non, nous ne pouvons pas vous faire le double de la ration. À la limite, nous pouvons faire la ration normale, plus un sandwich. Et là, il était pratiquement 13 h, le match était à 15 h, le vol à 19 h. Jusque-là, on est sur l'heure de 19 h. Rien n'a changé. C'est un vol spécial qui n'apparaît pas dans les écrans au niveau de l'aéroport, dont les seules personnes qui savent, c'est vos intermédiaires, qui vous disent, par exemple, si le vol est retardé ou pas. Et donc, nous sommes avec Ameco, lorsque je finis la conversation à 13 h, nous sommes calés sur la double ration et le vol à 19 h. Et on va jouer le match. Après le match, on court dans tous les sens pour aller à l'aéroport. Quand on arrive à l'aéroport, pratiquement, on sait qu'il n'y a pas d'annonce visuelle, il n'y a pas ça sur le tableau parce que c'est un vol spécial. Et on passe la sécurité, le check-in, et on est en salle. Malheureusement, on va partir à 19 h. Je regarde, il est 18 h 40. Je ne vois pas d'avion au sol. Je commence à me poser des questions.
Je sors, je ressors. À 19h15, il n'y a pas d'avion au sol. C'est là où j'appelle quelqu'un au Cameroun et il me dit, un représentant de Cameco, de monsieur le responsable commercial, il me dit, mais j'ai appelé un de vos collaborateurs pour lui dire que nous aurions un retard de 30 minutes. J'appelle le monsieur en question, il me dit oui, ils m'ont dit qu'on devait avoir un retard de 30 minutes, mais je me suis dit, entre 19h et 19h30, c'est la même chose. Ça ne vaut pas la peine que je vous appelle. Je lui dis, attends, Cameco nous a déjà fait des trucs au niveau de Douala, moi j'ai attendu à l'aéroport, essaye d'appeler au niveau de Douala ou de Yaoundé pour savoir à quelle heure l'avion a décollé du Cameroun. Et il me rappelle 15 minutes plus tard, ils me disent qu'ils ont eu un problème à Douala et que l'avion est parti de Douala à 18h30 et donc va atterrir à 23h30 à Blantyre. Vous êtes déjà à l'aéroport? Nous sommes déjà en salle d'attente. Personne n'a pris la peine de nous avertir et de nous appeler. On a causé avec eux dans la journée où les heures étaient calées. On nous dit, l'avion est parti à 18h30 de Douala. 18h30 de Douala, ça veut dire, je crois qu'il y en avait 2 heures de retard. 17h30, ça veut dire qu'ils étaient 19h30 pratiquement de Blantyre. Donc, 23h30, l'avion va atterrir. Et c'est là où je monte à la tour de contrôle. Et ils me disent que eux, ce n'est que pratiquement 1h, 1h30. C'est-à-dire que c'est quand l'avion entre dans l'espace aérien qui peuvent commencer à donner le signal. À nous donner le signal. Je me retrouve dans une situation où l'équipe est déjà là. Nous sommes à 19h30 et on me dit que l'avion arrive à 23h30. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me rapproche des autorités aéroportuaires. On nous dit, vous êtes déjà en zone internationale. Donc, si vous devez rentrer en ville, vous devez encore faire des visas. J'ai réussi à appeler le responsable de la Fédération Malawi. Il nous envoie le bus. On réussit à convaincre les responsables de l'aéroport de nous laisser aller en ville, ne serait-ce que prendre un repas. Sauf que quand ils arrivent, il est pratiquement, lorsqu'on décide de tout ça, il est presque 21h30. 21h30. Et le coach me dit, à quoi bon? Ça sert à aller, parce que pour aller en ville, c'est 45 minutes. Revenir, c'est 45 minutes. L'avion arrive dans 2 heures de temps. Il faut attendre. Et on attend et ils arrivent à 23h45 pratiquement. C'est à ce moment donné que nous décollons pour le Cameroun. Quand cet épisode-là passe, vous avez l'impression que votre hiérarchie vous fait porter le chapeau de ce manquement-là? Il y a comme une cassure. Comment les gens réagissent vis-à-vis de vous? Le staff, les entraîneurs par exemple, ou le comité de normalisation. Vous portez le chapeau? Moi, je suis responsable. Je suis responsable. Lorsqu'il y a un manquement de cet ordre-là, même si je sais que les responsables de Cameco m'ont appelé pour s'excuser et tout le reste, ceux qui étaient là ont vécu, que ce soit les joueurs, parce que le responsable de Cameco était là, ils ont vécu les scènes et tout, ils savent que je ne suis pas responsable. Que je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. C'est que Cameco a été défaillant. Vous avez compris que certains voulaient vous faire prendre la patate chaude de cet épisode-là? Il faut, chaque fois qu'il y a... Quand vous êtes à un poste de responsabilité, chaque fois qu'il y a une situation, il faut un responsable. Et après donc cette séquence, oui. La suite de votre collaboration, tout se passe bien avec le comité de normalisation. Je veux dire, je reprends la question. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'épisode du match amical de France. Oui. Cette fois-là avec les dames. Oui. Que se passe-t-il? Il se passe que, vous savez, il y a beaucoup d'intervenants dans la gestion des équipes nationales.
Et le problème de dames se trouve dans la préparation. C'est-à-dire que nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe des Nations et il faut faire un programme de préparation. Avec l'entraîneur Joseph Doko à l'époque, il propose un programme dans lequel il faut mettre des matchs pour préparer les filles. Et donc, un tournoi en Afrique du Sud, au Kosafa, où les filles devaient jouer pratiquement, au cas où elles arrivaient en finale, presque 5 matchs, 3 matchs de poule, demi-finale et finale. Et du retour de là, un match contre la France, plus le stage en Côte d'Ivoire avant la compétition. Et tout ça est proposé dans un programme. Et comme d'habitude, mes équipes et moi transformons cela en chiffres pour faire un budget. Le budget est envoyé à la primature, discuté, pas encore validé, mais on nous donne les grandes lignes de ce que nous devons faire parce que les équipes sont déjà en stage. Le budget que l'on nous propose, parce qu'il y a 2 phases, une fois que le budget est validé pratiquement à la primature, parce qu'après la discussion, on sait à peu près ce qui est validé. Plus tard, on attend juste la signature. Donc, le budget qui est validé, l'équipe va en Afrique du Sud. Or, par une alchimie que je n'ai pas comprise, pendant que l'équipe était en Afrique du Sud, j'ai un budget qui revient avec pratiquement 45% en moins sur le montant global, dans lequel, au moment où on supprime certains stages des équipes de l'équipe nationale, pour faciliter et minimiser les coûts parfois, je faisais ceci, je me disais, il faut un peu globaliser les assurances. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3, 4, 5 assurances en petits coupons, vous faites une seule assurance, ça vous permet de faire des économies. Or, l'assurance est mise au premier stage. Or, lors de la suppression, lors de la refonte du budget, on supprime les 2 premiers stages, mais sans faire attention que l'assurance du premier stage comporte l'assurance de tous les stages qui suivent. Donc, quand l'équipe revient de l'Afrique du Sud, elle n'a plus d'assurance. Les joueurs ne sont plus assurés. Et il faut voyager pour la France. Il se trouve dans un problème où l'équipe doit prendre des visas pour aller en France. Il n'y a pas d'assurance. Vous avez pris sur vous de signer des contrats d'assurance sans l'aval de la fédération, c'est ça? Non. Là, il fallait demander à la fédération de faire ce contrat d'assurance pour le voyage. Or, les procédures étaient assez longues. J'ai pris sur moi, oui, je dis, j'ai pris sur moi d'appeler une directrice pour faire l'assurance uniquement du voyage des joueuses. Cette assurance, jusqu'au moment où je partais pratiquement, bon, ça c'est autre chose parce que ça c'est un autre problème, pour faire cette assurance-là, pour pouvoir prendre des visas. Or, il se trouve que quand l'équipe revient, c'est plus facile pour nous de prendre des visas avec les passeports de service. Parce que la procédure est moins longue. On a des joueuses, pratiquement toutes les joueuses en Europe. Au Cameroun, on a pratiquement uniquement 6 joueuses qui doivent voyager avec le staff et les dirigeants. Donc pratiquement 18 personnes. Et une fois que ces passeports sont regroupés, on va au consulat. Or, au consulat, on nous dit la personne qui s'occupe des visas de passeport de service est en congé. Donc, vous repartez tous du côté des passeports ordinaires. Et à cette période-là, la personne de ce côté nous dit nous ne pouvons pas vous recevoir comme d'habitude en une journée. Donc, on va vous recevoir par vague de 3, par vague de 6 en 3 jours. Je dis OK. J'essaye de voir comment est-ce qu'on peut négocier pour faire passer les 18. Il n'est pas question. Et donc, on réfléchit donc en se disant priorité aux joueurs, aux encadreurs et les dirigeants après. Le premier jour où les joueuses doivent passer,
les 6 joueuses doivent passer. On m'appelle pour me dire, on ne peut faire passer que 3. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, on peut faire passer que 3. Je me déplace, j'arrive. Et il se trouve que un dirigeant de club de première division, avec un joueur qui devait voyager, et un autre responsable de la fédération, sont passés à l'interview en disant qu'ils faisaient partie du voyage. Oh, sans votre aval. Ils étaient prévenus de l'organisation que vous avez mise en place? Sans mon aval. Ils étaient quand même prévenus de ce que c'était pas... Ils savaient que l'équipe devait voyager. Non, non, mais je veux dire que dans l'ordre tel que prescrit, les joueurs d'abord, les dirigeants... Ils n'étaient pas dans le groupe de 18. Ben, je veux dire que ces dirigeants, du moins ceux qui sont venus en premier, savaient que ce n'était pas leur jour de voyage? Ils n'avaient rien à faire là-dedans parce qu'ils n'étaient pas dans les 18. D'accord. Les 18 qui devaient passer n'étaient pas là-dedans. Ils n'avaient rien à faire là-dedans. Donc, quand je reviens, donc, je dis, on annule. On annule. S'ils doivent passer, ils vont passer après, mais on annule. On annule et on fait passer l'entraîneur. On fait passer les filles, on fait passer l'entraîneur des gardiens à Simba et les autres. Le problème, c'est que les 3 filles qui passent après ces dirigeants, on leur montre les photos et les noms des gens qui sont passés avant. Et elles disent qu'elles ne les connaissaient pas. Et ils se demandent comment est-ce que vous avez des dirigeants qui sont avec vous, mais que vous ne connaissez pas. Et donc, notre dossier, il y a un croix qui est mis sur notre dossier en disant que nous sommes en train de faire un trafic, un réseau. Bon. On fait passer les gens normalement, et dans l'organisation, on sait que vendredi soir, l'équipe va voyager, et les autres joueuses, on leur a dit, Nganamuit et tous les autres, vous allez vous retrouver samedi matin. Donc, nous venons du Cameroun vendredi soir, samedi matin, on se retrouve. On a samedi, dimanche, lundi, et on joue le match mardi. Or, vendredi, quand on vient chercher les visas, on nous dit que notre dossier, il y a eu une étoile sur notre dossier, c'est encore à l'étude, donc nous recevons seulement les visas lundi. Malgré toutes les tentatives qu'on a faites parce que c'était l'équipe nationale, ils ont mis le veto. Bon, c'est comme ça que l'équipe voyage donc lundi. Tout ce qu'on a pu obtenir après, c'était que la Fédération française mette à disposition un avion spécial à Paris pour rejoindre l'équipe. Et on a joué mardi. Et après, il y a eu le tollé qu'il y a eu. Et il fallait que quelqu'un porte le chapeau. Donc vous dites, on vous a simplement fait porter le chapeau. Il fallait que quelqu'un porte le chapeau. Et c'était vous? Oui, puisque le rapport qui est fait, parce que même au niveau du ministère, ça fait le tollé. Le rapport qui est fait de ce côté-là, tout le monde le connaît, il incrimine des gens où je ne suis pas incriminé. Des dirigeants, du comité de normalisation, des... Il y a beaucoup de gens qui sont incriminés et je n'en fais pas partie. Y avait-il trafic? Y avait-il trafic? Non, il y avait des gens... Il y a des gens qui voulaient voyager. Non, non, ça j'ai compris, mais j'ai reprécisé la question. Indépendamment de ça, est-ce que pour cette, je veux dire que pour cette circonstance particulière, indépendamment de ceux qui voulaient partir avant que la programmation normale, y a-t-il eu trafic? Vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. Trafic, non. Les gens voulaient profiter de la situation. D'accord. Je voudrais revenir une seconde sur la question des contrats d'assurance. Vous l'avez reconnu d'ailleurs, compte tenu de l'urgence, vous l'avez fait sans l'aval de la FECAFOOT. N'y a-t-il pas eu suspicion de rétrocommission de... C'est un contrat c'était 15 000 francs par personne. C'est un contrat de voyage. C'est pas des contrats. Les contrats d'équipe nationale, c'est 8-10 millions de francs. Ça, c'est un contrat de 400 000. C'était juste un contrat de voyage parce qu'il fallait qu'on trouve les visas. Alors, après ces deux séquences, du moins après la plus récente, les filles, oui. Quel est le climat au sein de la FECAFOOT avec le comité de normalisation? Comment on en vient à votre limogeage? Dans quelles circonstances vous apprenez cela? Il se trouve que ça, je vous corrige en fait parce que c'est pas là que je suis limogé. D'accord. C'est-à-dire que
je veux vous dire que je suis appelé avant par des membres de la fédération, justement, qui me disent, on sait ce qui s'est passé, mais en tant que responsable, vous devez assumer. Donc, pour 8 jours à peu près, vous serez suspendu et vous reprenez vos postes. C'est pour ça que lorsque la suspension est sortie, je me dis, lorsque vous êtes suspendu, vous restez chez vous. Vous attendez la fin de la suspension. Est-ce que vous savez que de ma suspension qui a duré du 22 octobre jusqu'au 13 décembre, je n'ai pas manqué une journée de boulot? Vous y étiez tous les jours? J'ai travaillé. J'étais suspendu, mais j'ai travaillé. Lorsque le nouveau secrétaire général arrive, il y a des dossiers à défendre à la primature. On me dit, c'est vous qui maîtrisez les dossiers. Il faut y aller. Il faut absolument, sinon on ne s'en sort pas. Et vous le faites? Je le fais parce que je sais le travail que nous avons fait avec mes équipes. Et j'avais pris la peine, j'avais pris la peine surtout avec mes équipes de les former. Alors quel est le déclic pour votre limogeage lointain après toute cette séquence? Il se trouve qu'on a un environnement bizarre quand même parce que pendant ma suspension, on m'appelle pour m'informer que il y a eu une intervention très haute qui demande de mettre quelqu'un à ma place. C'est trop compliqué pour nous, ça. Ouais. Il y a une intervention très haute qui demande de mettre quelqu'un à ma place. Intervention de la présidence, il se dit que le football se gère très souvent au secrétaire général. Il y a une intervention très très haute qui demande de mettre quelqu'un à ma place. Et que je serai remplacé par quelqu'un. Je pense que donc on vous donne le nom. Oui, ça est figuré, ça a circulé dans les réseaux sociaux. Et après, il se trouve que il paraît que ce n'est pas le très haut qui avait envoyé la demandé comme Limoges. Et donc, ça a été annulé et on me dit, vous reprenez votre place. C'est là où je comprends que... Mais vous aurez pu anticiper. Leur dire, vous ne marchez plus. C'est d'autant que vous étiez sous contrat. J'étais sous contrat et la difficulté ici, c'est que, vous savez, vous êtes convaincu que vous pouvez faire bouger les choses. Que malgré les difficultés, vous pouvez changer les choses. En même temps, pour parler de façon triviale, ce n'est pas votre chose non plus. Je veux dire qu'on n'avez pas y essayé de votre tête. Pour, mais justement, je ne peux pas y laisser. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, que lorsque ma suspension est levée, le 13 décembre, je reprends mon poste de coordonnateur. Je suis à nouveau coordonnateur de la section nationale, normalement, que je n'ai jamais quitté d'ailleurs, parce que j'ai toujours été au poste. Les élections se passent et le nouveau comité arrive. Cette fois, le bureau exécutif. Le bureau exécutif arrive. C'est le moment de jouer. Exactement. Et le président me dit, il faudrait qu'on se rencontre pour qu'on discute. Et il se trouve qu'à l'époque, je pense qu'il y avait un deuil à Yaoundé, le maire Luc Samba. Ouais. Oui. Et donc, on a dit non, on va discuter après le deuil. Après le deuil, il s'est trouvé qu'il y avait des urgences, il fallait qu'il aille au Caire. Il me dit non, je vais au Caire et puis quand on revient, on va discuter. Et pendant que j'attends qu'on discute, il fait dernier jour de l'année, le 28 décembre, le vendredi dernier, le 28 décembre, c'était le dernier jour de boulot de 2018. Il offre un pot à tous les employés et on m'envoie la secrétaire avec un papier qui dit que je suis plus coordonnateur. J'ai dit, attends, je dois rencontrer le président et j'ai un contrat qui est valable jusqu'en décembre 2019.
Donc c'est pour ça que quand vous dites même ex-coordonnateur, vous êtes toujours en poste. Je suis en poste. Je suis en poste parce que j'ai un contrat, je vous le dis, j'ai un contrat qui est valable jusqu'en décembre 2019. J'ai un contrat, j'ai une décision de nomination qui est signée par le président Dieudonné Api après une résolution du comité de normalisation qui agissait en tant que comité exécutif. Alors vous faites savoir tout cela, c'est le moment de qu'est-ce que... Non, c'est pour vous dire que le principe de parallélisme des formes Absolument. dit que... Continuité de service. Exactement. Si je suis nommé par résolution du comité de normalisation avec la décision du comité du président Api suite à une résolution, pour m'enlever, il faut une résolution du comité exécutif maintenant parce qu'il n'y a plus de normalisation qui doit enlever le cordeau pour qu'il signe. Or, il n'y a pas de résolution du comité exécutif qui m'enlève. Vous en avez discuté avec le nouveau président de la Fédération camerounaise? Mais je vous dis que le nouveau président m'a dit qu'on va discuter, il m'a envoyé la sécurité. Non, je dis après notification, après... Justement, j'ai refusé de prendre la notification. Vous n'êtes plus jamais rencontré? J'ai dit, je veux le rencontrer. On m'a envoyé les huissiers. On m'a servi le document par huissier. Et justement, je me dis, attends, qu'est-ce que je fais? Je refuse de prendre et je reste au poste parce qu'on ne respecte pas la procédure. Ou alors, je dégage tranquillement pour ne pas y laisser ma tête. Parce que lorsque vous avez discuté, même par élégance, quand vous avez un chef de département, le nouveau président peut arriver et dire que votre façon de travailler ne me plaît pas. C'est de son droit. Il vous appelle, il vous dit, je ne veux plus travailler avec vous, on vous paye vos droits et vous partez. Non seulement vous êtes sous contrat, on vous envoie une lettre qui dit que votre contrat finit le 31 décembre 2018, alors qu'ils lisent bien que le contrat finit le 31 décembre 2019, et vos droits ne sont pas payés. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber? À ce jour, où en êtes-vous avec ce dossier? Je suis parti. Je suis parti de ce jour-là, je suis rentré chez moi. Parce que je dois être en poste normalement, mais je ne veux pas y laisser ma tête. Je suis parti et j'ai dit, OK, est-ce que vous savez que depuis que j'ai occupé le poste, j'ai jamais été payé? Et le président, par partant, a laissé qu'on me paye mes 12 mois, au moins d'abord, de salaire, c'est-à-dire tout le mois de toute l'année 2018, je n'ai pas touché un seul salaire. Et la fédération actuelle m'a dit, demain on vous paye vos 12 mois, dans 2 semaines on vous paye vos 12 mois, non, on n'a pas d'argent, quand les brasseries vont nous payer... Vous viviez de quoi? Mes primes. D'accord. Mes primes. Mes primes. Et l'autre problème, c'est que j'ai quand même assuré mes arrières au niveau, j'ai joué au ballon, j'ai fait que, peut-être que le fait que, parfois les week-ends, puisque j'ai mes activités à Douala, que les week-ends je voyage lundi, vendredi, chaque semaine, par avion, et que je descends à Douala, fait que je dois demander mon salaire tous les mois, mais je ne vais pas me mettre à genoux pour demander ce qui me revient de droit. D'accord. Alors, après vous, c'est le moment où Njoya crée un poste de superviseur des sélections nationales. Où peut-on le situer dans l'organigramme? Serait au même niveau que la coordination que vous aviez à l'époque? Poste superflu, poste nécessaire? Si je vais poursuivre la question, Stéphane Tato est le titulaire du poste? Oui. Non, je suis en train de le dire. En fait, je poursuis la question. Je sais. Vous le dites, c'est une récompense, en fait, ça a été créé pour... Non, mais c'est ce qui se passe dans la gestion du Cameroun, au niveau du football. Il y a plein de postes qui sont créés à la fédération, juste pour faire plaisir aux gens, juste pour récompenser des gens. Alors, si on vous demandait aujourd'hui avec l'expérience, hein, vous n'avez peut-être pas l'expérience de la tâche à votre arrivée, vous avez certes le profil, mais je dis qu'après tout cela, si on vous demandait de suggérer un profil pour un manager de l'équipe nationale, un véritable team, quelqu'un qui, au-delà de l'administration, je veux dire, de tout ce qui est électif, peut diriger l'équipe nationale et la rendre plus professionnelle en termes de timing, en termes de gestion des joueurs,
Réservation d'hôtel, tout ce que ça comporte. Vous savez, il y a lorsque j'ai été suspendu, j'ai rencontré un des responsables du comité de normalisation. Je lui ai dit, peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas bien. Nul n'est infaillible. S'il y a des choses que... Dites-moi. Il m'a dit, on ne vous reproche pas grand-chose. Juste que vous êtes à un poste qui est très convoité. La coordination nationale des équipes, la coordination générale des équipes nationales. Ouais, c'est un poste très convoité. Et aujourd'hui, et c'est pour ça... Qu'est-ce que c'est la convoitise? Parce que c'est un poste où vous êtes à la lumière, parce que vous gérez toutes les sélections nationales et vous savez ce que l'équipe nationale représente au Cameroun. C'est un poste où vous gérez beaucoup de cash, parce que c'est l'État subventionne les sélections nationales. Et c'est un poste où les gens n'ont pas compris comment ça se gère aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens confondaient, les gens avaient l'impression, les gens ont l'impression que la sélection, la coordination nationale est encore une régie financière. Or, c'est devenu une agence comptable. Et les gens ne font pas cette différence. C'est-à-dire que la régie financière, c'est quand on vous dit, par exemple, pour ce match-ci, vous avez droit à 250 millions. Et vous allez aux finances, on vous remet 250 millions. Vous allez gérer. Normalement, si vous avez dépensé 200 millions, vous devez rétrocéder les 50 millions. Or, aujourd'hui, la coordination n'est plus une régie financière, c'est une agence comptable. C'est-à-dire que vous devez, par exemple, même si on décide de 250 millions de budget, quand vous allez à l'hôtel, par exemple, les hôtels ici, les hôtels vous logent, elles envoient des factures. Vous payez. Donc, vous allez sortir uniquement l'argent avec les factures qui correspondent. Donc, si vous avez dépensé 200 millions avec des factures, les autres 50 millions restent dans le compte. Vous ne les avez pas en cash. Alors, Nicolas Dikoumé, il est 22h25. On doit finir à 22h30. Donc, on a 5 minutes. Et j'ai encore 10 petits tirets. On va faire un exercice. Hein, en un ou deux mots. Oui. Pour chaque tiret, vous direz, vous donnerez une réponse. Oui. Éliminatoire Cameroun-Comores. Oui. C'est le week-end. La semaine prochaine. Le week-end de la semaine prochaine. Oui. Vous en dites un mot. On pourra se qualifier. Sur le plan de la préparation, le coach il a présenté sa liste. On va peut-être en dire un mot tout à l'heure. C'était hier ou aujourd'hui, je ne sais même plus. Vous en dites un mot? J'aime pas beaucoup intervenir sur l'aspect technique du coach. Ça a été toujours mon principe quand je fonctionnais. Mais je pense que on a tout le potentiel pour se qualifier. Même si je ne suis pas d'accord de la façon dont l'équipe nationale senior est organisée aujourd'hui. Vous pensez que Seedorf, il fait bien son rôle? Je pense que c'est un bon entraîneur, mais que le contexte aujourd'hui... Un bon entraîneur dans un mauvais environnement? Non, je ne pense pas Seedorf lui-même. Je pense que c'est un bon entraîneur qui peut aider l'équipe nationale, mais pas le football camerounais. L'équipementier pour moi est parti. Un mot? Sans commentaire, c'est l'amateurisme, c'est tout. Vous envisagez ou alors vous voyez un autre équipementier qui pourrait... c'est l'amateurisme, on est surpris. Dans ces conditions... On est surpris, c'est tout, c'est l'amateurisme. La résidence de Seedorf au Cameroun, Clivert. Mais justement, vous avez des entraîneurs nationaux qui sont à l'étranger, vous avez les adjoints, les deux adjoints qui sont à l'étranger, ça veut dire que le football camerounais, en fait le championnat camerounais n'est pas intéressant. Vos rapports avec Samuel Eto'o-Fils? Pas de rapport. Quel est son niveau d'intégration, d'implication dans cette équipe? Nous qui sommes des profanes, on entend trop parler de lui. Pas de rapport particulier. Il est, vous lisez, vous voyez ce qui se dit dans les journaux. Et lui-même, il dit, on attend, il faut l'écouter pour comprendre son niveau d'implication. Il faut l'écouter. Vous ne l'avez pas expérimenté tout au long de votre présence là-bas? Non. On n'a pas... J'ai cette capacité d'indépendance qui fait que c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de problèmes au niveau du football camerounais. Parce que je dis ce que je pense. Et mon indépendance, je le tiens. Et le problème, c'est ça, parce que il y a la difficulté que nous avons au niveau de footballeurs camerounais,
c'est que beaucoup sont dans la précarité. Vos rapports avec Martin Kamimim? Cordiaux. Cordiaux. La relation FECAFOOT, Ligue de football professionnel? C'est une relation tumultueuse, tout simplement parce que ça n'a pas été pensé. Ça a été imposé et aujourd'hui on se retrouve dans des difficultés. C'est-à-dire que si le football, on dit football professionnel, il n'y a pas de football professionnel au Cameroun. Les infrastructures sportives, la CAN 2021? C'est le plus grand bien du football camerounais. C'est ce qui, je pense que cette CAN a été le don de Dieu. Parce qu'au moins, je sais qu'après, on pourra jouer des matchs de deuxième division dans des stades de bonne qualité. Et le football camerounais va en profiter. Avez-vous lu le livre Desperate Football House de Jean Lambernon? Un peu, oui. À la fin de cette émission, vous dites, vous avez vécu la même expérience. Si vous aviez à écrire un livre, vous vous en inspirez? Vous vous en inspireriez? Non. Non. Tu serais plus angélique? Pas beaucoup plus angélique. Je pense que je suis pas de nature à me plaindre. C'est pour ça que je vous ai dit au début de l'émission, tout ce que Dieu fait est bon et parfait. J'aurais pu rester au poste parce que les conditions pour m'enlever n'ont pas été respectées. Parce que l'entraîneur, le coordonnateur qui est actuellement au poste est clandestin. Il est clandestin. Parce qu'il faut une résolution du comité exécutif avant la signature du président. Il n'y a pas de résolution du comité exécutif. Donc il n'est pas au poste normalement. Mais ces bagarres servent à quoi? Elles servent à rien du tout. Comment voyez-vous l'équipe, ou du moins? Je vois le football camerounais, je pense que nous sommes en train de descendre et qu'on n'a pas encore touché le fond. Quel est le degré d'implication des enfants de Dieudonné Api dans ce football? Sans commentaire. Je veux bien comprendre. Sans commentaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas impliqués, ils sont très peu impliqués, ils sont trop impliqués? Ils ont des sociétés de management. Dans le football? Dans le football, c'est des managers. Et vous avez l'impression que ça a empiété dans la gestion quotidienne, dans vos travail par exemple? C'est des managers. Et puis, vous étiez en conflit? Je ne peux pas être en conflit avec eux parce qu'ils n'avaient pas de poste officiel. Mais ils gagnaient des marchés? S'ils n'avaient pas de poste officiel, la personne qui répond, c'est le président Dieudonné Api. Ça vous a embarrassé? C'est le président Api qui répond. Donc, tout ce qui... Et c'est ça la difficulté généralement au Cameroun, c'est que... je pense que aujourd'hui, que ce soit dans le football camerounais, on a à peine 5 à 10% de personnes qui bagarrent pour le foot. Les 90 autres personnes luttent pour conserver leurs acquis ou bagarrent pour venir remplacer ceux qui sont là pour en profiter. Vous le direz des enfants d'Api? Durée? Vous le direz? La difficulté ici, les enfants d'Api, c'est des managers. Et la difficulté ici au pays en général, c'est que c'est ceux qui sont au poste qui doivent refuser d'accepter que des gens qui n'ont pas de poste officiel viennent intervenir dans leur travail. En un mot, pendant que vous y étiez, oui, quel était le rôle précis de Wilfried et Patrick? Ils n'avaient aucun rôle. Mais je vous dis, puisqu'ils ne sont pas dans l'organigramme. Mais ils n'avaient aucun rôle, ils ne faisaient rien. Ils n'ont aucun rôle officiel. Donc ceux qui acceptent de recevoir des ordres d'eux... Ils n'ont aucun rôle officiel, mais ils parvenaient à donner des ordres, à se faire entendre et... À mon niveau, ça ne passe pas. D'accord. Et ça ne pouvait pas passer. Peut-être même que c'est une des raisons pour laquelle je suis plus au poste. Parce que, pour moi, quelqu'un qui n'a pas de rôle officiel n'a pas à y être là. N'a pas à vous donner des ordres. N'a pas à s'impliquer. Et je pense que si beaucoup de gens peuvent se révolter, à un moment donné, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à un moment donné, ça va changer. C'est-à-dire que, parce que ce n'est pas seulement au foot, ça se voit dans beaucoup de situations au Cameroun, où on nomme un directeur général, et il a quelqu'un qui est plus puissant parfois que des gens qui sont à un poste officiel. Nicolas Dikouma-Epé, merci. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ceux qui sont à la gestion du football en tireront les leçons et qui sait peut-être vont améliorer, vont faire mieux. Non, je pense qu'il y a des choses à améliorer et je dis concernant le football camerounais, surtout le professionnalisme, qu'il y a des standards pour que le football soit professionnel. Et ces standards, il faut qu'on commence à les respecter. Quitte à se donner 3 ans. Ça, je prends un exemple. Si on dit il y a 12 critères pour être professionnel, on dit on va au minimum.
On respecte 4 cette année. On respecte 4 la deuxième, 8 la deuxième année et les 12 la troisième année. Et que si les 12 critères ne sont pas respectés, s'il faut jouer avec 6 clubs ou 8 clubs, jouer avec 8 clubs, mais qui payent leurs joueurs de façon normale et qui sont vraiment professionnels. Merci beaucoup. Bonsoir et bon retour, peut-être dans une autre expérience sportive. Merci. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi cette autre édition. On était avec Nicolas Dikoumé. Et puis, on a évidemment profité de son expérience de coordonnateur général des équipes nationales de football au Cameroun. On espère s'en inspirer peut-être pour faire mieux. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.